Midi Minuit Fantastique, c'est la toute première revue européenne dédiée au cinéma de genre. C'est une revue pionnière par définition, apparue en 1962, qui a publié 24 numéros, le dernier étant à l'hiver 70-71. C'est non seulement une revue pionnière, donc, mais c'est une revue manifeste dès son numéro 1, qui était consacré à Terence Fisher, qui a pris à bras le corps, en gros, ce qui faisait l'actualité du genre fantastique, épouvante, horreur au début des années 60. Cette nouvelle vague sanglante venue d'Angleterre, la Hammer Film, qui a trouvé un écho également en Italie avec Mario Bava, Riccardo Freda, qui ont imposé un fantastique gothique italien, dont on trouve également les échos en Espagne avec un cinéaste comme Jésus Franco, ou aux États-Unis avec Roger Corman. En gros, Midi Minuit, c'est vraiment la revue qui a non seulement pour la première fois écrit une histoire du cinéma fantastique, parce que c'était un genre qui était méprisé, méconnu, toujours mis de côté dans toutes les histoires officielles du cinéma, et qui en même temps a imposé un regard complètement neuf sur cette chose-là, à partir vraiment donc de cette actualité brûlante. L'intégrale Midi Minuit Fantastique, pour moi, c'était la suite logique de mon précédent livre, qui s'appelait Dans les griffes de la Hammer, et qui était un livre non seulement sur la Hammer, mais plus précisément sur la manière dont les films ont été accueillis en France. Et pour ce livre-là, j'avais multiplié les interviews avec des cinéphiles de l'époque, et très rapidement, j'ai interviewé Michel Caen et Jean-Claude Romer, les fondateurs de Midi Minuit Fantastique, parce que de toute évidence, la publication centrale dans cette histoire française de la Hammer, c'était Midi Minuit Fantastique. C'est vraiment la revue qui avait fait de la Hammer un emblème pour cette jeune cinéphilie fantastique naissante. Et dans la foulée de la sortie du livre, en 2011, j'ai organisé une exposition à Paris qui était dédiée à la Hammer. On avait fait des agrandissements de photos de plateau. Et déjà à l'époque, j'avais fait des agrandissements de couverture de Midi Minuit. Et lors du vernissage de cette exposition, premièrement, Michel Caen m'avait fait le plaisir de venir, alors que ça faisait 20 ans qu'on ne l'avait pas vu dans les cercles de la cinéphilie. Ça avait été quelqu'un vraiment de mythique dans la cinéphilie française. Non seulement il avait créé Midi Minuit Fantastique et s'était imposé comme le seul rédacteur en chef mineur d'une revue interdite aux mineurs dans l'histoire de la presse, c'est quand même inouï. Et il arrive donc à ce vernissage de cette exposition Hammer, donc évidemment ça me fait extrêmement plaisir. Et ce qu'on a constaté tous les deux ce soir-là, c'est que voilà, la Hammer, c'est quand même des films qui datent il y a 10 ans, c'était il y a une cinquantaine d'années, voilà. Et la moyenne d'âge ce soir-là, c'était beaucoup plus 25-30 ans. Donc première surprise, on est ravis de ça. Et deuxième chose, on s'aperçoit que ce qui frappe le plus l'esprit des jeunes gens qui étaient là, ce qui les fascinait le plus, c'était les couvertures de Midi Minuit. Et là, tout d'un coup, moi, j'ai eu une espèce de révélation. On faisait l'expérience grandeur nature de ce que Midi Minuit avait appelé la permanence des mythes. Et bien, en fin de compte, Dracula était un mythe, Frankenstein était un mythe, et Midi Minute Fantastique était un mythe de la même manière. Ces jeunes gens n'avaient jamais entendu parler de la revue, mais pour eux, il y avait une espèce d'évidence, ça frappait leur imaginaire, et il y avait une fascination pour cette revue. Et là, du tac au tac, j'ai dit à Michel, mais faut qu'on imagine quelque chose, faut qu'on... Pourquoi pas un livre, pourquoi pas, je sais pas, une espèce de compilation des meilleurs articles de Midi Minuit, ou alors rééditer certains numéros qui sont vraiment importants, ou alors pourquoi pas une intégrale, ou alors pourquoi pas une intégrale restaurée, ou pourquoi pas une intégrale restaurée, augmentée, où on trouverait des articles inédits, où on en écrirait, et pourquoi pas une intégrale restaurée, augmentée avec un DVD, où on documenterait le mouvement Midi Minuit, on retrouverait les films que les uns et les autres ont réalisés à l'époque. Enfin, donc c'est parti un petit peu comme ça, de manière très enthousiaste et un peu bille en tête. Et Michel m'a répondu très simplement du tac au tac, avec son flegme habituel, déjeunons la semaine prochaine. Mais à l'époque, en 2011, on croyait qu'on allait mettre 4 ans pour faire ça. On espérait faire un volume par an. Et finalement, on s'est retrouvé à faire ça pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'on a mis autant de temps à rééditer cette revue, à la restaurer, que les membres originels de Midi Minuit ont mis de temps à faire vivre cette revue. 10 ans d'existence réelle de Midi Minuit et 10 ans pour la faire renaître. Raconter la naissance de Midi Minuit, c'est un petit peu comme raconter la naissance d'un groupe de rock and roll. Il y a vraiment un côté un peu comme ça. Tout démarre avec deux étudiants en médecine, Michel Caen et Alain Lebris, qui, euh, qui ont très vite délaissé le serment d'Hippocrate pour le prestige de Dracula, en gros.
Ils étaient dans le quartier latin, c'est là qu'ils étaient censés avoir cours, mais en fait très rapidement ils sont mis à sécher les cours pour aller multiplier les séances de cinéma. Il y avait énormément de salles de quartier évidemment dans le quartier latin, et donc ils passaient leurs après-midi à voir des films. Et début 62, ça fait déjà quelques années qu'ils ont vraiment un coup de cœur pour Terence Fisher, et pris par leur enthousiasme, ils imaginent pourquoi pas écrire un livre dédié à Terence Fisher. C'est l'idée de Michel Camp, ça. Ils sont allés voir un éditeur qui s'appelait Eric Losfeld, qui dirigeait la librairie du Terrain Vague. Et Eric Losfeld, c'est un éditeur très important. Il se définissait comme étant un éditeur surréaliste, c'était l'ami d'André Breton, mais en même temps, son catalogue était beaucoup plus vaste que les surréalistes. Il était aussi l'éditeur de Boris Vian, il était l'éditeur de Eugène Ionesco, c'est lui qui invente le concept de bande dessinée pour adultes, c'est lui qui va sortir par exemple Barbarella. Et donc quand ils vont voir Eric Losfeld leur répond du tac au tac, mais formidable projet, mais il y a peut-être encore quelque chose de mieux à imaginer, pourquoi pas faire une revue entièrement dédiée au fantastique. Là, Michel Camp répond à nouveau du tac au tac, mais formidable. On a des projets pour 10 sommaires. C'était pas vrai du tout, mais il saisit la balle au monde, tout simplement. Et Loswell leur répond, bah écoutez, on peut envisager ce projet, mais j'aimerais que vous rencontriez deux personnes très importantes pour l'érudition en matière de fantastique. Lui, il avait en tête que Caen et Lebris étaient quand même vraiment deux jeunes gens. Il fallait peut-être les encadrer par des gens un peu plus sérieux ou un peu plus reconnus. Alors quand on pense qu'il a voulu les faire encadrer par quelqu'un comme Jean Boulet, la notion de plus sérieux, ça paraît un peu fou rétrospectivement, parce que qui plus fou que Jean Boulet, je ne sais pas. Mais en tout cas, Jean-Claude Romer, lui, faisait déjà figure de filmographe exceptionnel et de figure très rigoureuse, très érudite de la cinéphilie. Jean-Claude Romer et Jean Boulet en fait, se sont rencontrés à peu près au même moment, enfin quelques mois auparavant, à la librairie, non pas du Terrain Vague, mais du Minotaure. Et Jean Boulet, c'est vraiment un personnage extrêmement important, il faut vraiment le resituer. Lui était plus âgé que les trois autres de Midi Minuit, hein. Jean-Claude Romer avait 28 ans, Michel Camp 20 ans, Alain Lebris 20 ans. Jean Boulet, lui, il a déjà, en 62, il a déjà 41 ans. Il est né en 1921, dans un milieu plutôt bourgeois. Et dans les années 30, il est littéralement traumatisé par les productions Universal, qui effectivement passent en France, donc le Dracula avec Lugosi, le Boris Karloff dans le rôle de Frankenstein, etc. Tous les Universal Monster Movies. Si bien que dans les années 40, il a l'impression d'être l'un des seuls à se souvenir de tout ce pan de cinéma dont les films ne sont pas ressortis après-guerre, en fait, sur les écrans français. Et donc, il les réinvente littéralement dans les articles qu'il écrit, il se laisse aller à des espèces c'est de la poésie en fait, c'est pas du tout de l'histoire du cinéma, à des mensonges poétiques. C'est un dessinateur très important, il a été lancé par Jean Cocteau qui a préfacé son premier recueil de dessins, il était l'ami d'Édith Piaf, l'ami de Boris Vian, l'ami du nain Pierral, il était d'avant-garde sur plein de sujets, c'est-à-dire que dès la fin des années 40, il avait le corps recouvert de tatouages à une époque où seuls les marins ou les tolards étaient tatoués, il était habillé de cuir noir, 10 ans avant Vince Taylor, enfin voilà, c'est un personnage improbable à l'époque, homosexuel revendiqué à une époque où c'est quand même pas vraiment évident du tout. Et donc il arrive quelque part, fort de tout ce bagage de provocation, cette espèce de délire surréaliste sur les films. Et c'est une figure très importante pour Midi Minuit, parce que si c'est pas lui qui crée la revue, si c'est pas lui qui en est le rédacteur en chef, de fait, il parraine en fait ces jeunes gens et il leur lègue un petit peu ses mythologies personnelles, il leur lègue son sens de la provocation inouïe. Alors ça a été une collaboration orageuse, il ne travaillait que sur 3 numéros. Il y a une rupture suite à un numéro spécial King Kong. Il voulait absolument démontrer que King Kong descendait directement des voyages de Gulliver de Jonathan Swift, et donc il avait demandé à un dessinateur un de ses amis qui s'appelait Pierre Bailly, de faire toutes sortes d'illustrations de Gulliver, inspirées du dossier de presse de King Kong, tout en disant, voilà, il s'agit d'une vieille édition de Gulliver, la preuve que King Kong sort de Gulliver. Donc il inventait des choses comme ça, et c'était toujours des mensonges poétiques, et qui en même temps révélaient, je pense, une part de la nature réelle des films, c'est-à-dire que c'était pas totalement stupide ou infondé, mais il inventait des choses, il truquait un peu les choses, et donc pour Michel Camp, Jean-Claude Romer, à un moment donné, c'était pas possible. Et donc il a dit non, ça on peut pas faire ça. Et à un moment donné, ils ont dit on va pas publier tel texte. Et là, Jean Boulet est parti, bille en tête. Voilà, ça a été un clash mémorable à la librairie du Terrain Vague.
Un midi minuiste, l'expression est apparue dans la revue. Je crois que la toute première mention, c'est dans un texte d'Alain Lebris, et c'était une critique de Jack Léventreur. Et il disait en gros que par nature, tout midi minuiste est une sorte de peeping Tom qui s'ignore ou qui s'assume. Peeping Tom, ça fait référence donc à cette expression en anglais qui veut dire le voyeur, et Peeping Tom, c'est le titre également de ce film de Michael Powell, le titre original donc du voyeur, Peeping Tom. Le midi minuit, premièrement, c'est celui qui aime ce type de cinéma, qui aime le cinéma fantastique et qui va quelque part assouvir ses pulsions de voyeur dans l'enceinte du midi minuit. Par extension, le midi minuiste, c'est celui qui écrit dans la revue Midi minuit fantastique, celui qui la lit, et puis encore plus par extension, c'est quelqu'un qui appartient finalement à ce mouvement informel et bien réel qu'on a appelé le midi-minuisme dans les années 60 et qui a largement débordé les colonnes de la revue parce que le midi-minuisme, ça a été d'autres critiques dans d'autres revues, ça a été à un moment donné des émissions de télé, ça a été un âge d'or du court-métrage fantastique dans les années 60. Donc en fait, c'est un vrai mouvement, voilà, tout simplement, le midi-minuisme. Midi Minuit Fantastique, le nom vient en réalité d'une salle de cinéma qui était située au 14 boulevard Poissonnière à Paris. Et cette salle, c'était une espèce de ghetto fabuleux sur l'écran duquel déferlait tout ce qui relevait du sexe, de la violence, de l'insolite ou des trois à la fois. Mais encore mieux, évidemment. En gros, c'est là que toute une génération de baby-boomers a découvert les films de Terence Fisher, Le cauchemar de Dracula, La revanche de Frankenstein, les films de Mario Bava avec Barbara Steele, tels Le masque du démon, ou les films de Ricardo Freda, comme le spectre du professeur Hitchcock, etc. Les films de Jess Franco, les films de Corman, bref, toute cette nouvelle vague fantastique, mais en même temps, c'était une salle particulière parce que on pouvait y voir donc tout ce qui relevait également de l'érotisme. Donc il y avait une espèce d'alternance entre films d'épouvante et nudies américains, films d'éducation sexuelle, prétexte à quelques scènes polissonnes produits par tel ou tel studio ouest allemand, les films érotiques de Benazeraf également. Donc il y avait vraiment une espèce d'alternance fabuleuse de programmes qui étaient tolérés juste du bout des lèvres par la censure. C'était vraiment ça le midi minuit. Et en même temps, c'était une salle populaire, c'est ce qu'il faut voir aussi. Il y avait ces grandes toiles peintes à l'accueil de la salle sur la devanture du cinéma qui en gros rappelait un petit peu la baraque foraine, le train fantôme, et c'était vraiment une espèce de rapport comme ça populaire au cinéma. Il y a vraiment une manière de se saisir de ce spectacle un peu qui avait mauvaise réputation, voilà, chaque semaine, jour de changement de programme. Et là, toutes les semaines, donc le mercredi matin, se réunissaient des gens comme Bertrand Tavernier, Yves Boisset, Ado Kirou, Jean Boulet évidemment, l'un des fondateurs de Midi Minuit, Michel Camp, le rédacteur en chef avec Jean-Claude Romer, Jean Rollin également, Philippe Druyet, le dessinateur. Enfin, il y avait vraiment une espèce de mouvement à la fois informel et bien réel au Midi Minuit. Extrêmement naturellement, évidemment, cette salle a donné son nom à la revue. C'est Georges Langlais, le secrétaire de rédaction de la revue, qui, lors d'une réunion fiévreuse au Terrain Vague, la librairie du Terrain Vague tenue par Eric Losfeld en 1962, juste avant la sortie du numéro 1, qui a lancé « Et pourquoi pas Midi Minuit ?» Et Jean-Claude Romer a tout de suite précisé les choses en disant « Il faudrait ajouter fantastique pour qu'on comprenne bien de quoi on parle ». Et c'est comme ça qu'est né Midi Minuit Fantastique. Les rédacteurs de Midi Minuit n'ont pas eu de problème judiciaire avec Midi Minuit. C'est vraiment Eric Losfeld qui a pris sur son dos l'ensemble des problèmes. Suite au numéro 8, qui avait réussi finalement à sortir au nez à la barbe de la censure, les autorités n'ont vraiment pas digéré les choses. Et donc il y a eu un certain temps avant qu'ils réagissent. Et c'est au numéro 20 finalement que Midi Minuit a été interdit de vente aux mineurs. Et à partir de là, ça a créé un énorme problème. Déjà, ils n'avaient plus le même régime fiscal et donc ça a presque acculé Midi Minuit à la ruine. Il y avait l'interdiction de l'exposer en devanture. Et donc, du coup, en 68-69, Midi Minuit se retrouve quasiment acculé à la faillite et pendant un an et demi, il n'y a pas de numéro. Mais là, en début 70, Eric Losfeld décide quoi qu'il en soit, de défendre Midi Minuit. Il trouve les moyens financiers pour ressortir la revue. Donc en 70, il y a 4 numéros. Et donc c'est vraiment une période de périodicité presque unique dans l'histoire de la revue. Tout d'un coup, ça remarche vraiment, vraiment bien. Et
c'est le moment où les autorités décident de changer de stratégie. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de s'attaquer à midi minuit, mais de tuer l'éditeur. Et donc là, il va y avoir des condamnations pour ces publications érotiques. C'est le moment où il sort Emmanuel, qui a donné par la suite le film extrêmement célèbre. Et puis il y a eu cette loi sur le dépôt préalable aussi. Donc il s'est retrouvé à avoir toutes sortes de condamnations, des condamnations pour récidive. Il a payé des sommes considérables à la justice. Il a été déchu de ses droits civiques pendant 5 ans, ce qui est quand même fou. Et en 72-73, en gros, il passe tout son temps devant les tribunaux. Il n'est plus à sa librairie, il ne peut plus rien sortir. Et c'est à ce moment-là, finalement, que Midi Minuit meurt. Midi Minuit Fantastique, c'est une révolution dans l'histoire de la cinéphilie parce que c'est l'émergence d'un regard qui n'avait pas eu cours jusque-là, autrement que de manière isolée chez tel ou tel marginal de la cinéphilie. Bien sûr, ça existait déjà quelque part chez Ado Kirou, chez Jean Boulet ou chez quelques autres, ou même chez Marcel Carné quand il fait une superbe critique de La fiancée de Frankenstein dans les années 30. Bien sûr, il y a déjà quelque chose de ce ordre-là, mais Midi Minuit, c'est la naissance d'une communauté de regard, c'est la naissance de la cinéphilie fantastique, et c'est vraiment quelque chose de très important, non seulement en France, mais jusqu'aux États-Unis et partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle fascination pour cette revue partout dans le monde que Barbara Steele me racontait que dans les années 60, à Hollywood, elle avait des amis qui travaillaient à Hollywood, des amis cinéphiles, qui s'achetaient Midi Minuit, qui ne lisaient pas une ligne de français, mais qui lisaient Midi Minuit avec un dictionnaire franco-français en essayant de comprendre ce qu'il y avait là-dedans. Quand j'ai rencontré John Landis, et tout de suite il m'a dit, il l'a écrit dans sa préface, je collectionnais Midi Minuit. Quand j'ai arpenté Hollywood Boulevard, gamin, dans les années 60, je tombais sur cette revue, j'étais fasciné par les photos, il y avait des tas de films dont j'avais jamais entendu parler et que on ne pouvait même pas voir aux États-Unis. C'est vrai qu'il y avait tout dans Midi Minuit. Et en même temps, je n'ai jamais rien compris à ce que les auteurs écrivaient là-dedans. Il termine sa préface comme ça, et aujourd'hui, je continue de ne rien comprendre à ce qu'il y a écrit dedans, mais je suis ravi de signer la préface. Voilà. Après mai 68, la bataille du Midi Minuit, elle est gagnée. C'est-à-dire qu'ils imposent le fantastique en France réellement. Si on prend les cahiers du cinéma qui ne s'intéressaient absolument pas à Terence Fisher, par exemple, en 57, 58, 59, et qui dégommait ses films en 2 lignes et un mauvais jeu de mots en fin de numéro, en 69-70, il y a des textes fabuleux signés Serge Danet qui donne le sacre suprême à Terence Fisher en disant de lui que c'est un grand auteur moderne. Ça, c'est vraiment dans les cahiers du cinéma, voilà, il n'y a pas plus grand compliment. De la même manière, Télérama, qui avait dégommé les films à la fin des années 50, finit par défendre systématiquement les productions Hammer à la fin des années 60. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à ce moment-là, on voit qu'il y a une unanimité vraiment dans la presse, c'est-à-dire de positif au cahier du cinéma, en passant par cinéma, par Télérama. On parle de Romero, alors que c'est vraiment une actualité brûlante, sanglante, gore du cinéma fantastique. C'était impensable 10 ans auparavant, mais Midi Minuit gagne le combat culturel. Mais ce qui se passe, c'est que dans les bureaux des autorités, les gens qui avaient le pouvoir avant 68 ont gardé le pouvoir. Ils sont toujours là dans les bureaux. Et donc les interdictions continuent et ils se sont payés Eric Losfeld, ils se sont payés Midi Minuit Fantastique. Et voilà, donc ils ont disparu à leur sommet, Midi Minuit. Eux, ils ont épousé la modernité. Quand on regarde les derniers numéros, c'est-à-dire même qu'ils sont même totalement d'avant-garde, au point qu'il y a une nouvelle génération de fantasticophiles qui commencent à créer de nouvelles revues en 69, 70, 71. Ce sont d'abord des fanzines, ce sont l'écran fantastique, Mad Movies, mais eux ont une vision plus classique des choses, c'est-à-dire ils reviennent vraiment aux monstres de la Hammer, aux monstres classiques, à un moment où Midi Minuit, ils comprennent pas forcément tout à fait l'évolution de la revue, puisque c'est le moment où en gros ils vont au Japon faire des interviews avec Seijun Suzuki, où ils entremêlent les arts avec littérature, BD, happening de Jodorowsky. Enfin, ça devient vraiment une espèce de revue totalement foisonnante, d'avant-garde, et qui en fait épouse vraiment toutes les mutations à venir de la cinéphilie de genre. C'est-à-dire que quand on regarde ces derniers numéros de Midi Minuit,
c'est d'une modernité folle, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui nous parle aujourd'hui, en 2020, quoi. La manière dont ils entremêlent cinéma d'auteur, cinéma bis, film gore, ou Jean-Luc Godard et Alain Resnais, voilà, enfin, toute cette manière d'entremêler tout ça est d'une modernité sidérante. Et donc, en fait, Midi Minuit meurt vraiment d'un concours de circonstances, c'est-à-dire il y a vraiment ce retour de bâton de la censure, et puis il y a le sentiment à un moment donné qu'ils ont gagné le combat culturel, c'est-à-dire qu'ils ont atteint leur objectif, ils ont imposé le fantastique, ils ont même créé une nouvelle génération d'amateurs de fantastique qui se met à s'exprimer sur le genre. Et donc à un moment donné, quand Michel Camp s'aperçoit que ça va être difficile de faire honnête Midi Minuit fantastique, il se dit, bah, c'est pas la peine en fait. Voilà, il y en a d'autres qui ont pris la relève. Ça sert à rien de ressortir Midi Minuit. On se retrouvait en position concurrente. Autant être dans une logique de passage de témoin finalement. Midi Minuit Fantastique, c'est avant tout un regard, beaucoup plus qu'une époque. Ce qui a toujours compté pour moi dans Midi Minuit, c'était la pertinence de ce regard toujours aujourd'hui. Voilà, c'était vraiment. Moi, je voulais faire un truc anti-nostalgique. Quand on a travaillé avec le Forum des Images à cette programmation, ça a été formidable pour moi parce qu'on s'est immédiatement entendu sur le fait qu'il fallait surtout pas juste se cantonner aux années 60, et aller vraiment jusque dans les prolongements actuels en France de ce regard midi minuiste. Et pour moi, c'était évident que des cinéastes comme Bertrand Mandico, comme Yann Gonzalez, comme Lucilla Zizanovic et comme d'autres qu'on programme là, ici, font continuer de vivre ce regard midi-minuiste par d'autres moyens, par d'autres formes, c'est plus les mythologies classiques, les monstres classiques, mais on retrouve chez eux à la fois l'ancrage dans le cinéma de genre, mais aussi dans le surréalisme. Il y a vraiment cette espèce de melting pot d'influence qui a toujours été au cœur de Midi Minuit chez eux. Voilà. Et une manière aussi à la fois de célébrer le genre, mais en s'affranchissant des règles du genre. Voilà. Et ça me semblait être vraiment des cinéastes qui représentent ça. Merci au jury d'appeler pour plus de diversité dans nos expériences au cinéma et dans nos vies. Et merci au jury de laisser rentrer les monstres. Si on regarde Julia Ducournau, dans son discours à Cannes, merci d'avoir laissé entrer les monstres, mais ça aurait pu être une formule midi-minuiste. C'est Midi-Minuit qui a fait entrer les monstres en 62 avec cette couverture avec la nuit du loup-garou. Pour moi, il y a aussi une espèce de lien évident, quoi. La liberté avec laquelle elle aborde les choses dans son cinéma, voilà, c'est vraiment aussi une des définitions de ce qu'a été le midi-minuisme.